En 1900, l'Europe, forte de ses 450 millions d'habitants, le quart de l'humanité, est à son apogée et domine le monde économiquement et militairement. Avec ses colonies, elle s'assure aussi le contrôle de l'Afrique et d'une large partie de l'Asie. Siècle de toutes les inventions, le 19e a permis un essor économique, industriel et commercial sans précédent. À ces innovations s'ajoutent des bouleversements politiques, un bouillonnement des idées en partie porté par la Révolution française et en 1848 par le Printemps des peuples qui ont gagné toute l'Europe malgré l'opposition des vieux empires. Cette soif de progrès et d'égalité trouve cependant ses limites avec les rivalités entre grandes puissances, entre jeunes nations et vieux pays, entre aspiration à la modernité et attachement à l'ordre ancien. Sans en mesurer toutes les conséquences, les principaux États européens se sont lancés dans une compétition économique et industrielle qui les conduit à produire des armements de plus en plus meurtriers et à mettre sur pied des armées de masse. Lorsque les tensions s'aggravent autour des revendications territoriales dans les Balkans, la prospérité économique mondiale ne suffit pas à arrêter la logique de guerre. Le commerce cède le pas au militarisme ambiant, déclenchant en 1914 un chaos encore jamais vu, le premier conflit mondial. Les grands bouleversements au XIXe siècle, c'est d'abord évidemment la révolution industrielle, qui est un changement absolument extraordinaire. C'est ça qui va permettre l'expansion de l'Europe, c'est ça qui va permettre d'ailleurs le doublement de la démographie européenne à l'heure où en plus 60 millions d'Européens peuvent aller peupler les Amériques et d'autres continents. C'est donc un moment exceptionnel. On va arriver en 1914 au zénith de la puissance de l'Europe, perçu ailleurs d'ailleurs comme un véritable choc de civilisation, parce que le choc des civilisations, il s'est produit au XIXe siècle avec l'irruption brutale de l'Europe, aussi bien en Chine qu'en Inde, que dans l'ensemble de la masse asiatique qui est la plus importante. Les seuls qui échappent à ce que j'appellerais le péril blanc, ce sont les Japonais. Le Japon s'était lancé dans un programme de modernisation massif et rapide. La moitié des fonctionnaires allaient à l'étranger pour y étudier les formes d'administration gouvernementale et civile occidentale, pour y apprendre à construire un nouvel État-nation. On envoyait les fonctionnaires en Occident, dans la plupart des pays européens, ainsi qu'aux États-Unis. Ayant mis fin pour un temps à leur guerre sur le continent européen, les grandes nations, fortes des développements technologiques permanents qui ont favorisé l'ouverture de nouvelles voies et moyens de communication, tentent de s'accaparer les rares espaces encore libres sur le globe. Contrôlant déjà près de 80% des surfaces mondiales, elles se livrent à une concurrence effrénée pour la conquête des derniers marchés et des derniers territoires, en particulier outre-mer. Une compétition dans laquelle la Grande-Bretagne et la France, héritières d'une longue tradition coloniale, se taillent la part du lion. La Grande-Bretagne est la première puissance coloniale, qui est une puissance essentiellement maritime, qui a assuré le passage dans les trois océans et qui s'est installée partout, le cœur de son empire étant essentiellement l'empire des Indes. Et avec le passage par le canal de Suez qui fait que l'Angleterre a un intérêt particulier pour l'Afrique et en particulier pour l'Égypte. Alors le second empire colonial important, c'est l'empire colonial français, qui s'est constitué d'ailleurs au demeurant en raison de la rivalité entre les Français et les Anglais, et qui s'est centré à la fois sur l'Afrique de l'Ouest dans la boucle du Niger, en partant naturellement de l'Algérie qui a servi de point d'ancrage, et puis également en Asie du Sud-Est avec l'Indochine constituée à la fin du XIXe siècle. Ce qui bouge le plus à la surface du globe, à l'époque, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas les capitaux, ce n'est pas les marchandises, c'est les hommes.
On a vraiment un phénomène de migration perpétuelle, alors que les chiffres des migrations nous donnent, mais qui sont un peu imparfaits. On dit il y a 12 millions de migrants aux États-Unis en 1900. C'est à un moment donné, mais il faut bien se rendre compte que ce stock de migrants, il recouvre en fait une circulation perpétuelle. Des gens qui partent, qui reviennent. Donc il y a vraiment une circulation d'hommes. Il y a une circulation de biens, c'est vrai. Ça, on est vers 1900 au point extrême du libre-échange. Et de fil en aiguille, tous les pays se mettent dans ce cycle de libre-échange, et donc c'est le laisser-passer. C'est pas le laisser-faire, mais c'est le laisser-passer. On a vraiment à la surface du globe une circulation de biens qui d'ailleurs ne va pas sans difficulté pour la vieille Europe. Les mondes nouveaux, les États-Unis, le blé américain, le blé russe, la viande argentine viennent concurrencer directement les paysans français et britanniques. Dans ce monde en mouvement et en pleine mutation, à côté de la vieille Europe et d'un Japon engagé à marche forcée dans la modernisation et dans l'expansion, les jeunes États-Unis, à peine sortis de la coûteuse guerre de sécession et forts des immenses profits qu'ils tirent de leur marché intérieur, font irruption à leur tour comme acteurs déterminants de cette première mondialisation.